Alexandre Najar, bienvenue en Suède de nouveau. Oui, Ça fait votre troisième visite en Suède? la quatrième, La en fait. Oui, quatrième. déjà. La quatrième et la quatrième visite en automne, par le beau temps. Oui. J'aime bien la Suède hors du moment où il fait trop froid, parce que j'aime bien la nature, la visiter, admirer ses paysages. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir en dehors de la neige. Mhm. Vous êtes libanais, Oui. vous êtes né à Beyrouth Hmm. sans indiscrétion 1967. en Donc. 1967 et à l'âge de 8 ans, vous êtes pris dans le drame de la guerre. Oui, c'est vrai, là, j'avais 8 ans quand la guerre a éclaté et 23 ans quand la guerre s'est achevée. Donc il y a 15 ans de notre vie qui a été complètement euh, perturbée par la guerre. Et c'est ça que j'ai raconté donc, dans mon livre L'école de la guerre. Voilà, C'est donc ce vous témoignage. écrivez ce texte, Hmm. L'école de la guerre, comme témoignage pour ne pas oublier ou pourquoi? Pour témoigner, je pense Mhm. que le témoignage est important contre le crime. Mhm. C'est important de raconter ce que des enfants de ma génération ont subi Oui, oui. pendant la guerre. Mais en même temps, c'est un livre qui comporte des scènes assez poignantes, assez Mhm. graves, mais aussi, Mhm. paradoxalement, il y a des moments pendant la guerre qui sont très absurdes. Mhm. Et je le raconte aussi. Oui, Donc, oui. je montre un peu ce côté. Enfin, c'est la guerre vue par un enfant. Donc, c'est à travers les yeux d'un enfant, d'un adolescent, qu'on assiste à plusieurs séquences de la guerre. Et c'est un livre assez personnel, mais qui est surtout le cri d'une génération Mhm. à qui on a confisqué pendant la guerre le droit à la parole, et puis qui vient, à travers ce livre, raconter ce qu'elle a Mhm. subi comme une revanche, comme un témoignage contre les moments difficiles qu'on a vécus. Et ce livre a été traduit en plusieurs langues et vous avez eu des rencontres avec des étudiants et des lycéens au cours de ces 2 journées passées à Stockholm Oui. et ils étaient extrêmement touchés par le texte et par l'actualité du texte et ils se, ils s'identifiaient aussi au personnage du narrateur. Oui, hélas, la première phrase d'ailleurs du livre, c'est toutes les guerres se ressemblent. Et Mhm. c'est vrai que depuis la fin de la guerre du Liban, il y a d'autres guerres qui ont vu le jour, aussi bien en Syrie qu'au Yémen ou ailleurs. Et on voit bien aussi que aussi les enfants, les adolescents de ces pays-là sont confrontés aux mêmes problèmes que nous avons connus, Mhm. c'est-à-dire pas d'école, les bombardements, les abris, les morts, les blessés, l'exil dans son propre pays, enfin on Mhm. devient enfin les réfugiés. Donc c'est une épreuve extrêmement douloureuse et ça fait mal au cœur de voir que on n'a rien appris et que Mhm. chaque fois c'est le même scénario qui se répète dans l'indifférence de la communauté internationale. D'ailleurs, Mhm. je me demande dans le livre, il y a un passage où je me dis, est-ce qu'il y a, comme à la bourse, une cotation pour les vies humaines? Mhm. Est-ce que, en fonction de quels critères on s'intéresse à un peuple en guerre et pas à un autre, à telle victime et pas à d'autres? Donc on sent qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'il y a la mort dans certains, enfin même s'il y a des milliers de morts dans certains pays, la communauté internationale s'en désintéresse et c'est ça qui est Mhm. aussi qui fait mal au cœur. Et vous allez poursuivre cette école de la guerre en parlant de votre mère et de votre père aussi dans Oui, deux en autres fait, c'est une romans. sorte de trilogie. Donc, l'école de la guerre, c'est mon enfance pendant la guerre. Ensuite, il y a Le silence du ténor, où je raconte mon père qui a dû gérer quand même une famille. Nous sommes 6 enfants, dont deux Mhm. pères de jumeaux. Donc, c'est une grande famille. Donc, Beaucoup, oui. avec ce que ça suppose de Oui, fantaisiste, parce qu'on ne s'est jamais ennuyé. Évidemment, oui. 6 enfants, c'est une sorte de tribu. Mhm. Et mon père donc devait gérer cette tribu en étant parfois sévère et très souvent plein d'affection.
Et le troisième livre, c'est sur ma mère, qui s'appelle Mimosa. Mimosa, c'est la plante qu'elle aimait le plus, parce que c'était une amoureuse de plantes, et c'est un peu le surnom qu'on lui a donné. C'était une femme aussi très courageuse, qui a aussi dû gérer cette famille, et qui a très tôt tenu à travailler, alors qu'elle était dans un pays où, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas beaucoup. Donc, elle avait à côté cet aspect féministe. Et puis, quand elle a eu 6 enfants, elle n'a pas pu réaliser ses rêves professionnels, mais elle s'est beaucoup investie pour l'éducation de ses enfants. Et puis, la guerre est venue, qui a un peu contrecarré ses plans, mais elle est restée extrêmement positive. Et puis, elle trouvait beaucoup, et ça, c'est un sujet qui intéresse les Suédois, qui sont tellement amoureux de la nature et tellement sensibles aux problèmes écologiques. C'était une femme qui avait une passion extraordinaire pour la nature, les plantes. Même, elle avait une dévotion pour les plantes médicinales. Et on la taquinait souvent en se disant, tu veux enfin, de grandes maladies, les guérir avec des queues de cerise ou du romarin ou de la sauge ou je sais quoi. Donc, elle croyait beaucoup dans les vertus des plantes médicinales, et nous, ça nous faisait souvent marrer parce que elle exagérait un peu. Vous êtes romancier, vous êtes écrivain, critique littéraire, vous avez écrit des pièces de théâtre, aussi de la poésie, mais vous êtes aussi avocat. Est-ce que c'est cette passion pour la justice qui vous pousse à écrire votre dernier roman, Harry et France. Harry et France. Vous pourriez en dire quelques mots? Oui, en fait, c'est Harry Bor, un grand acteur français qui s'appelait Henri Bor, en fait, mais Harry, c'était son nom de scène, et qui a été incarcéré en 1942 par la Gestapo alors qu'il n'avait absolument rien fait. Donc, c'était première injustice. Et il va être secouru en prison par un aumônier allemand qui s'appelait Franz Stock, qui était un personnage extraordinaire. Bien qu'ayant été nommé par les nazis, il a su rester extrêmement pur et ne pas laisser la haine des nazis l'envahir. Et il va secourir non seulement Harry Bor, mais beaucoup de prisonniers français à qui il va transmettre des messages, des objets personnels, des denrées, des provisions. Et donc, c'était un homme extraordinaire, et c'est la rencontre de ces deux personnages d'exception, donc un des plus grands acteurs du cinéma français de la première partie du XXe siècle, avec ce saint homme, si j'ose dire. Et donc, c'est un livre, évidemment, qui tient à leur rendre hommage et puis à dénoncer les injustices que l'un et l'autre ont subies, parce qu'en fait, Franz Stock, lorsque les Américains sont entrés à la libération à Paris, croyant qu'il était nazi, ils l'ont emprisonné dans un camp. Donc c'est aussi une sorte d'injustice qu'il a subie. Donc c'est cette rencontre intéressante entre ces deux personnages que j'ai voulu écrire. Mais en même temps, je suis intéressé à cette période parce que je crois qu'il est important aujourd'hui de dénoncer la montée des extrémismes, du fanatisme. Et c'est précisément des gens extrémistes et fanatiques qui ont d'abord torturé et emprisonné Harry Bor, et ce sont aussi des personnages fanatiques et endoctrinés que Franz Stock va essayer, qu'il a côtoyé sans pour autant être influencé par eux, et tout en gardant son intégrité, son indépendance, sa pureté. En dépit de cet environnement hostile qui était composé de loups complètement qui s'acharnaient sur aussi bien des résistants que des personnages innocents comme Harry Bor. On va terminer avec deux questions, Alexandre. Et peut-être que la réponse se trouve dans le dictionnaire amoureux du Liban. La première question: quel est votre lieu préféré? Quel est le lieu qui vous est cher? J'aurais pu dire Millesgården parce que j'ai écrit un livre de voyage, un récit de voyage chez Gallimard sur un récit de voyage en Suède qui s'appelle... Millesgården de Stockholm, notre Millesgården. Oui, voilà, il s'appelle donc Les Anges de Millesgården. Et donc, c'est un récit de voyage, donc j'aurais pu dire ça. Mais pour rester au Liban, je dirais Byblos. Byblos est une ville magnifique, d'où sont partis les inventeurs de l'alphabet, qui ont donné l'alphabet au monde.
Donc c'est de Byblos, de Tyr, que les Phéniciens portaient la bonne parole, qui était l'alphabet, et qu'ils ont fondé la plupart des comptoirs phéniciens qu'on connaît dans le pourtour méditerranéen. C'est une cité magnifique qui est porteuse d'histoire, qui a connu plusieurs civilisations, notamment les croisés qui ont construit une citadelle là-bas, mais également les Romains, les Phéniciens, les Grecs. C'est une ville qui est au bord de la mer, donc qui nous fait rêver, qui est baignée de soleil. On pense même que le mot bibliothèque vient du mot biblion, du mot livre, donc de Byblos aussi. Donc c'est la ville du livre, en quelque sorte. Et donc c'est probablement ce lieu-là que je citerai en premier lieu. Merci. Et dans ce cas, quel est l'objet qui vous est cher? L'objet qui m'est cher, c'est une paire de chaussures de football. Une paire de chaussures de football? Oui, parce que je l'ai eue depuis l'âge de 15 ans et que je l'ai toujours. Donc c'est une paire de chaussures qui a vécu presque 40 ans. Et comme je suis passionné de ce sport, et je crois que c'est un sport qui est une vraie école, qui apprend beaucoup de valeurs, de solidarité, de ténacité, de respect de l'autre, évidemment quand il est joué dans les règles. Donc je suis un grand amateur. C'est assez rare parmi les écrivains d'être passionnés de foot, quoique Albert Camus était gardien de but dans une équipe, et qu'il a dit que beaucoup de valeurs qu'il a apprises, c'est grâce au football qu'elles lui ont été transmises. Mais c'est un sport que j'aime bien. Donc je dirais cette paire mythique de chaussures de foot. Merci. Merci Alexandre Najjar d'être venu de nouveau en Suède, et à la prochaine alors. À la prochaine, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.